Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau Tutocom. Je suis Nadège Lanier d'Intercéréales et nous sommes ensemble pour 40 minutes pour parler aujourd'hui du sujet de l'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, notre expert avec nous, c'est Thomas. Bonjour Thomas. Bonjour Nadège, merci de m'inviter. Donc je te laisse te présenter Thomas aujourd'hui. Bien sûr. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de prendre le temps de nous accueillir chez vous, vos bureaux respectifs. Je suis Thomas Fournier, je m'occupe dans le département innovation de Hopscotch du digital et de l'intelligence artificielle. Hopscotch, c'est un groupe de communication internationale qui a été fondé en France. C'est maintenant le 3e groupe de communication français. Nous avons des bureaux dans une quarantaine de localisations partout dans le monde, plus de 1000 talents maintenant, et nous sommes très internationaux puisqu'au dernier recensement, nous avons remonté jusqu'à 31 nationalités. Alors, on vous rappelle donc que vous avez la possibilité de poser toutes vos questions sur le chat, on y répondra au fur et à mesure. Donc n'hésitez pas, posez vos questions, mettez des remarques et on essaiera de faire au mieux. Thomas va vous présenter le programme d'aujourd'hui et on va essayer d'être dans l'opérationnel sur la fin pour vous aider le plus simple à vous mettre à l'intelligence artificielle. Complètement. Et j'insiste, posez toutes les questions que vous voulez poser. Il n'y a pas de mauvaises questions. On est sur des sujets qui sont parfois un peu techniques. Il ne faut pas hésiter à demander, à poser, à demander, à reformuler aussi. Je vais essayer de jargonner le moins possible. Je vais utiliser le moins de mots anglais que possible. Ça peut tout de même m'échapper, donc n'hésitez pas. Au programme aujourd'hui, pour une quarantaine de minutes déjà, on va revenir sur les bases. De quoi parle-t-on quand on parle d'intelligence artificielle ? On va voir qu'il y a une histoire derrière tout ça. On va voir aussi que l'intelligence artificielle nous touche parfois plus que ce qu'on ne pense au quotidien. Ensuite, on va faire un focus sur l'IA générative, ce qui fait que nous sommes aujourd'hui tous ensemble pour parler d'IA, la disruption majeure qui a eu lieu il y a quelques années. Et ensuite, je vais vous proposer des conseils pour bien démarrer et je vous donnerai les clés pour utiliser un outil qui, je n'en doute pas, vous aidera au quotidien. Alors nous aussi, on va vous poser quelques questions. On va mettre là une première question dans le sondage pour tester un petit peu vos connaissances sur l'IA et sur les premiers outils d'intelligence artificielle. Et on démarre du coup, Thomas. Très bien. L'intelligence artificielle, de quoi on parle ? On en entend parler depuis maintenant des années, beaucoup depuis ces derniers mois, et c'est un mot auquel on a parfois du mal à accrocher une vraie définition. Il y a en fait plusieurs définitions de l'intelligence artificielle. Il y en a une qui a été théorisée il y a quelque temps par des chercheurs qui dit qu'en fait c'est la capacité pour des machines de faire des choses qui normalement sont dévolues aux humains, c'est-à-dire utiliser le langage, le comprendre, former des abstractions, des concepts et puis exécuter des tâches. Bon, c'est une forme un peu théorique de définition. Si on la simplifie, en fait, on peut dire que ce sont des logiciels qui sont conçus pour permettre à des machines d'imiter le comportement humain dans certaines situations. Et j'insiste sur le mot qui est important, on parle d'imitation. La machine, elle n'est pas réellement intelligente, par contre, elle a appris à imiter un comportement. Et quand on sait ça, on a déjà moins peur de l'avenir, puisqu'on comprend qu'en fait, on n'est pas face à quelque chose de foncièrement intelligent, comme nous le sommes, comme le peuvent être nos enfants ou tout être humain. On est vraiment face à une intelligence mécanique, artificielle. C'est pas vraiment une intelligence, en fait, c'est plutôt une imitation de mécanismes d'apprentissage. Les usages de l'intelligence artificielle nous touchent depuis longtemps. On vous a posé une question il y a quelques secondes, je crois, sur le chat, et on va regarder les résultats. Savez-vous quand est sorti le premier chatbot ? Alors on entend par chatbot une interface qui permet de communiquer avec une machine par écrit. Donc je pose des questions avec mon clavier et la machine me répond et entretient la discussion. Alors, est-ce qu'on a les résultats ? D'après vous, à 70%, donc, on a répondu 1999. Alors, est-ce que nos participants sont proches de la réalité ou pas ? Et je vois qu'il y a 30% de petits malins qui ont Internet, puisque effectivement, le premier chatbot s'appelait Elisa. Il a été conçu en 1966.
ça date quand même pas mal. C'était un chatbot qui était conçu pour imiter le type de discussion que l'on peut avoir avec un psychologue. Alors, si vous allez sur Google et que vous tapez Elisa chatbot, vous allez pouvoir vous amuser à échanger avec ce programme et vous vous rendrez compte à quel point c'est plat, c'est nul. Mais on comprend très vite comment ça fonctionne. Vous commencez par une phrase simple et le programme va poursuivre la discussion en essayant de se raccrocher à ce que vous lui donnez. Il va vous poser une première question. Comment ça va, Nadège? Et là, vous allez dire, ça va pas mal, mais j'ai un peu le blues. Ah, pourquoi est-ce que tu as le blues? Ah, parce que ma grande fille a terminé ses études et va quitter la maison. Ah, elle fait des études de quoi? Et là, on est vraiment sur une discussion de comptoir qui n'apporte pas grand-chose, mais on a une machine qui se raccroche à la discussion. Et c'était vraiment le premier chatbot. Question que j'aime bien poser aussi, le premier véhicule autonome. On parle souvent de Tesla, qui sont les premiers véhicules que l'on connaît, qui naviguent tout seuls en milieu urbain. Le premier véhicule autonome qui circulait à 30 km/h dans une zone urbaine, qui s'arrêtait au carrefour, qui laissait passer les enfants et leurs ballons si jamais ils coupaient la route, il a été mis en route pour la première fois en 86 et lui-même était le fruit d'une recherche qui commençait déjà dès les années 60. Alors c'est vrai que quand on voit les réponses, on s'imagine que l'intelligence artificielle, c'est plutôt dans les années 2000, voire après, alors que c'est beaucoup plus ancien. Parce que 2000, c'est les années auxquelles l'IA a commencé à se populariser. Il y a eu des grandes choses. Par exemple, la première IA qui a remporté un jeu télévisé. Alors parfois, je pose la question, on me dit non, mais ça s'est jamais produit. Si, aux États-Unis, en 2011, IBM, la compagnie informatique qu'on connaît bien, a lancé une IA qui s'appelle Watson. Et Watson était, comme vous le voyez, sur le plateau de l'équivalent de Questions pour un champion US qui s'appelle Jeopardy. Watson, donc l'écran que l'on voit entre les deux candidats humains, comprenait ce que disait le présentateur, répondait en langage naturel, et Watson a gagné le match haut la main, ce qui a montré à tous qu'une IA pouvait comprendre, interpréter, répondre au même niveau que les humains. C'est une histoire qui est longue. Vous avez quelques dates sous les yeux. On a commencé déjà à se demander si l'homme n'était pas une machine ou si l'homme n'était pas une machine à calculer dès le XVIIe et le XVIIIe siècle. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que ces questions qu'on se posait déjà à l'époque, on se les repose encore maintenant. Qu'est-ce qui me sépare de la machine? Qu'est-ce qui fait que je suis un humain? Si ma pensée peut se réduire à un calcul et si mon corps peut être comparé à une machine, qu'est-ce qui me différencie d'un ordinateur? Quelques dates qui sont intéressantes. On a réellement posé les bases de l'informatique dès 1830, pendant la révolution industrielle au Royaume-Uni, avec l'invention, alors ce n'était pas qu'une machine à calculer, mais d'une machine à calculer qui faisait la retenue, c'est-à-dire qui gardait une information pour l'utiliser plus tard dans une opération. Et là, quelque part, on vient d'inventer le disque dur. Dans les années 70, on invente le premier système expert pour aider les médecins à doser les antibiotiques pour certains patients. Ce sont parfois des calculs qui sont complexes. Il faut comprendre de quoi souffre le patient, quelle est la bactérie que je cherche à combattre, quelle est la chimie que je peux utiliser pour combattre ces bactéries, et puis faire en sorte que ça s'adapte au patient, à son poids, à son état général. Donc ça demande des calculs assez compliqués. Dès les années 70, avec l'arrivée de l'informatique grand public, on informatise ce genre de choses. Et puis, en 1997 et en 2016, on a des intelligences artificielles qui battent des champions. En 97, Garry Kasparov, grand maître d'échecs. En 2016, Lee Sedol, grand maître de Go, qui est un jeu encore plus complexe à prévoir. Et là, on commence à avoir un intérêt du grand public pour l'intelligence artificielle, parce qu'avant, il faut bien se l'avouer, c'était un sujet d'universitaires, de chercheurs et de geeks. Aujourd'hui, on voit bien qu'il faut quand même qu'on s'y intéresse, que c'est de plus en plus dans notre quotidien. Et d'ailleurs, on va le voir, ça fait longtemps. C'est de plus en plus dans le quotidien, ça fait longtemps, on ne s'en rend pas compte. Quand vous prenez des photos avec Google et que vous les stockez, vous vous êtes déjà rendu compte qu'elles étaient catégorisées automatiquement. Vous prenez des photos de bateaux, il va vous les ranger dans un dossier bateau. Vous prenez des photos de façade, il va vous les ranger dans un dossier façade. La recherche visuelle aussi, c'est rentré dans les mœurs. J'aime bien votre pull, je prends son motif en photo. Le motif est reconnu par l'IA et on va me proposer des sites qui vendent soit votre pull, soit un pull proche de celui que vous avez. Quand on utilise la dictée vocale, ça aussi c'est de l'IA, c'est de la reconnaissance de langage naturel. Le logiciel va reconnaître la façon dont je parle, va reconnaître mon vocabulaire, parfois même mes erreurs de langage, et va m'écrire le texte en fonction.
Même chose quand on utilise les GPS actuels comme Waze. On n'est plus du tout sur un logiciel qui me dit pour aller du point A au point B, il faut que tu prennes telle route. On est sur des logiciels qui nous proposent de nous adapter au trafic, aux bouchons, aux éventuelles barrières sur la route, en utilisant des données qui sont communiquées au serveur central par tout un tas d'automobilistes qui font le même trajet que moi ou qui sont à côté de moi. Ça, c'est de l'IA. Quand on utilise l'autocomplétion sur son téléphone, alors je ne parle pas de la vieille autocomplétion qu'on avait sur les Nokia 3410, mais l'autocomplétion actuelle, vous vous rendrez compte que le logiciel vous propose les mots que vous avez l'habitude d'utiliser, parfois même les abréviations ou les petites fautes de syntaxe que vous avez l'habitude de faire, parce que le logiciel apprend à vous comprendre et essaie de vous imiter. Il y a également des plateformes qu'on utilise toutes et tous, comme Netflix, qui sont bardées d'IA. À plein de niveaux, pour gérer la bande passante de la vidéo que le serveur vous envoie, pour gérer les fuseaux horaires. Ils utilisent même des IA pour peaufiner les scénarios, pour proposer des lieux de tournage en fonction des histoires qui ont déjà été produites par Netflix. Puis un truc tout bête, si vous partagez votre compte Netflix ou vous utilisez un compte Netflix avec des proches ou votre famille, vous vous êtes rendu compte que parfois vous allez vous proposer le même film, mais pas forcément avec la même vignette. Parce que tout dépend de votre profil. Si vous avez un profil plutôt romantique et que je veux vous montrer le cercle des poètes disparus, je vais vous proposer une vignette un peu romantique. Et si vous avez un profil plutôt comédie, eh bien je vais vous proposer pour le même film une vignette différente, le but étant de vous faire cliquer, de vous faire consommer le film. Tout ce qui est recommandation, c'est des choses qu'on utilise depuis très longtemps. Donc inconsciemment, on voit bien quand même que c'est dans notre quotidien, mais aussi dans notre quotidien professionnel. Voilà, ça vient de plus en plus même par au travail. Outils. Et vous le savez, j'en suis sûr, j'ai cherché quelques exemples dans notre domaine. Je sais que vous êtes très nombreuses et nombreux à utiliser Messatimage, par exemple, pour avoir des recommandations sur l'irrigation, sur l'utilisation d'intrants en fonction de l'état du sol. Tout ça se fait grâce à la collection d'images satellites qui sont traitées et qui sont mises à disposition à des algorithmes qui vont être prédictifs ou semi-prédictifs et vous proposer des conseils. On a des choses assez marrantes, des choses qu'on aurait imaginé un petit peu être de science-fiction il y a quelques années. Il y a l'entreprise israélienne Tevel, par exemple, qui propose des flottes de drones, vous l'avez peut-être vu, qui viennent vous aider à cueillir, en l'occurrence, des pommes. Donc on a des drones qui volent, qui parcourent comme ça des rangées de pommiers, qui identifient les pommes qui sont les plus mûres, qui laissent de côté celles qui ont besoin encore un peu de soleil, et puis on vient les cueillir très délicatement et les mettre dans un tombereau. Ça, c'est possible grâce à l'IA. On a d'autres expériences qui sont assez intéressantes. Il y a Melisa en Colombie. Alors Melisa, c'est quoi ? C'est un petit chatbot avec lequel vous pouvez échanger sur WhatsApp. Donc c'est hyper simple en termes d'échange. Melisa est nourrie à partir de données qui sont fournies par différents acteurs, notamment le ministère de l'Agriculture colombien. Et ça va vous donner des infos sur la météo, ça va vous donner des infos sur la pluviométrie, sur l'irrigation et l'humidité des sols, et ça va vous proposer des prédictions de rendement. Et vous donner des conseils. Est-ce que c'est le moment de sortir pour arroser ? Est-ce que c'est le moment d'aller cueillir ? Alors, il y a le bon sens, il y a l'expérience qui joue, mais Melisa va venir compléter cette réflexion pour dire oui, statistiquement, là, c'est le bon moment d'entreprendre telle ou telle action. Alors ça, c'est quand même important, c'est que pour avoir ces conseils et ces propositions, il ne faut pas oublier que derrière, il y a des milliers, voire des millions d'hommes et de femmes qui ont rentré des données. Pour que l'IA fonctionne, il faut quand même mettre un maximum de données pour avoir une réponse qui va être adaptée à notre problématique. Et ça, c'est quand même important. Pour vous faire une prédiction, la machine, elle a besoin de quoi ? Elle a besoin de références. Elle a besoin d'expérience. Et cette expérience, elle l'acquiert grâce à de la donnée, à de la data. S'il n'y a pas de data, il n'y a pas d'IA, mais s'il y a de la data, il peut y avoir de l'IA. Et c'est hyper important de voir quelle data on partage, à quelle fin, et de garantir aussi sa bonne constitution, son bon état. Oui, on va en parler après, mais aussi de la source et de la fiabilité des données, c'est important pour avoir une bonne réponse. On en profite aussi pour vous poser une nouvelle question, et je rappelle, n'hésitez pas si vous aussi vous en avez, pour savoir un petit peu quels outils vous utilisez-vous dans votre quotidien, que ce soit professionnel ou personnel. Voilà, est-ce que ça vous aide en tout cas dans vos actions au quotidien ?
Et j'ai hâte de voir les résultats parce qu'on a souvent des surprises. Un autre exemple, au niveau de la première transformation, qui est français, Malterie Soufflé a inventé une IA qui s'appelle Maïté, tout simplement pour réussir à garantir, à travailler en tout cas les recettes qui servent à faire le malt. On est sur quelque chose de vivant, on est sur des recettes qu'on a envie de pouvoir reproduire à l'identique, mais c'est compliqué quand on travaille sur quelque chose de vivant parce qu'il y a plein de facteurs à prendre en compte. Il y a l'humidité, il y a la chaleur, il y a la durée de la cuisson, je pense que le terme est correct. Il y a plein de paramètres différents à gérer et pour essayer de reproduire la même opération dans 2-3 jours et garantir le même niveau de qualité, le même niveau d'exigence, eh bien, il y a besoin de maîtriser cette data, et donc là, rien de tel que l'intelligence artificielle pour nous y aider. Et plus on va avoir de data et d'informations, plus on pourra adapter ses réponses. C'est vrai qu'on vit les aléas climatiques pour les agriculteurs, donc on a beaucoup d'incertitudes, mais plus on aura récolté d'informations sur différents cas, plus on pourra trouver des solutions ou des exemples. On parle de météo et tu as raison. Il y a un truc qu'on utilise tous les jours et qui utilise l'IA au quotidien depuis des années, c'est Météo France. Ils ont des supercalculateurs qui manipulent des modèles extrêmement complexes, et de plus en plus complexes, parce qu'avec tous les dérèglements qu'on connaît, c'est de plus en plus difficile de faire des prévisions. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'avec les progrès de l'informatique et les évolutions dans les puissances de calcul, on arrive à avoir des modèles prédictifs qui sont de plus en plus précis, et surtout très granulaires. Donc, on a une précision et une granularité pas au niveau de la parcelle, mais au niveau de zones qui sont beaucoup plus petites que ce qu'on pouvait faire il y a encore 10 ou 15 ans. Donc il y a vraiment un progrès qui est fait et qui nous sert au quotidien, que l'on soit dans les champs ou qu'on soit simplement en train de prendre le métro et se demander le temps qu'il va faire pour aller au travail. On a une granularité qui est permise grâce à l'IA. C'est vrai qu'on a quand même des informations qui sont de plus en plus fines. Malgré tout, on l'a dit, ce sont des données qui sont mises et l'IA est un comportement qui va imiter l'homme, mais on ne remplacera jamais quand même quand vous allez dans les champs, que vous regardez votre blé, le grain, cet affect ne pourra quand même, je l'espère, jamais être remplacé par la machine. Mais c'est évident. C'est ce que je dis souvent. Alors là, il y a un engouement pour l'IA, il y a une mode sur l'IA, tout le monde vous parle d'IA, tout le monde vous dit alors soit que ça va nous remplacer, soit ça va bosser à notre place. Non, l'IA est un outil. Alors parfois, c'est un outil pertinent dans certaines situations et parfois c'est totalement inutile. J'ai souvent l'habitude de dire, pour enfoncer un clou, vous avez besoin d'un marteau et c'est bien pratique, mais parfois vous avez besoin d'autres outils et le marteau n'est pas l'outil le plus approprié. Donc l'IA c'est bien, mais c'est pas l'alpha et l'oméga, c'est pas quelque chose qui nous remplace, c'est pas quelque chose qui nous domine, c'est quelque chose surtout qui va nous donner des options et qui va parfois alléger un peu notre charge de travail, qui va parfois nous aider quand une situation, peut-être un calcul un peu rébarbatif ou répétitif, là on va essayer de gagner du temps grâce à l'IA qui va nous proposer des options, mais l'arbitrage, et on y reviendra, l'arbitrage est humain et c'est important de garder l'intelligence ici et pas dans la machine. Alors, on a déjà quelques questions, mais auxquelles on va plutôt répondre après, mais je les pose quand même. Donc, une question de Philippe qui demande quelles sont les IA françaises. Donc, on va en parler, par la suite. Également aussi, quelle est la meilleure IA? Alors, la meilleure, c'est compliqué, mais en tout cas, on va vous en présenter. Ça dépend ce qu'on veut faire. Et vous donner quelques outils. Et il y a également une question de Philippe sur la protection des données. C'est une très bonne question. On en parlera. C'est hyper important. Oui. Je poursuis sur les exemples pro. Alors ça, c'est un exemple, quand je le sors, les gens me disent « Ah, mais c'est génial, c'est le futur ». Alors, peut-être que vous le connaissez déjà. C'est un exemple qui est en fait assez ancien, je crois qu'il a une dizaine d'années. C'est une vidéo qui vous présente des flottes de drones. Et quand on pense drone, on pense souvent à des drones volants. Là, non, ce sont des drones terrestres, ce sont des tracteurs et des moissonneuses. C'est notamment New Holland qui fait ça. Ça existe aux États-Unis. On commence à le voir apparaître en France. Pas forcément ça, mais moi j'ai vu dans le Loiret des agriculteurs qui commencent à autonomiser des engins agricoles. C'est hyper intéressant, c'est hyper impressionnant. On a l'impression que c'est de la science-fiction alors que c'est déjà dans les champs.
Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de cabine sur cette machine. Donc on a pas mal d'antennes. Et notre agriculteur, avec sa tablette ou son ordinateur, peut commander sa flotte de drones. On utilise pour ça évidemment le GPS. On peut y associer de l'imagerie satellite, comme on l'a vu tout à l'heure. Et sur certains, on peut reprendre la main. Donc là, on voit des choses. C'est marrant d'ailleurs de voir à quel point ça va vite, parce que ça, c'était il y a une dizaine d'années, on était sur des tracteurs. Maintenant, c'est des technologies qui sont embarquées dans les aspirateurs robots ou dans les aspirateurs tondeuses à gazon. On a des technos que vous avez maintenant sur vos téléphones, notamment les lidars. Vous avez ça dans votre téléphone, votre tondeuse automatique dans votre jardin a ça, votre aspirateur robot a ça. C'est un système de détection d'obstacles par projection de lumière. En fait, on va projeter de la lumière et la machine va comprendre où se situent les obstacles pour les éviter. Donc ça, par exemple, ce sont des technologies qui étaient hyper novatrices il y a une trentaine d'années, qui sont maintenant embarquées dans notre quotidien. Alors c'est intéressant parce qu'en fait, il y a quand même des outils que, là, c'est l'exemple des agriculteurs utilisent depuis longtemps, tout ce qui est GPS embarqué sur les moissons, enfin même avec les tracteurs. Et c'est vrai que de voir un tracteur sans chauffeur, sans agriculteur, on se dit ça va pas arriver demain. Et si, ça va de plus en plus vite. Donc les outils, voilà. Et ça pose des questions parce que là, du coup, si je ne suis pas à bord de mon tracteur, quid de l'assurance ? C'est ce qui bloque aussi un peu la propagation des véhicules autonomes dans le monde entier. C'est qu'il y a des questions sur l'assurance. Alors, il y a des progrès scientifiques, technologiques, mais derrière, il faut, d'un point de vue légal aussi, il faut voir comment on avance, il faut voir quelles sont les évolutions. Et ça nous permettra aussi de répondre à la question tout à l'heure de Philippe sur les droits. Comment est-ce qu'on gère les droits ? Tout ça, c'est du légal et ça doit évoluer aussi. Alors, on a encore une question, on va y répondre aussi par la suite, une question de François. C'est comment on se protège de la mauvaise utilisation de l'IA, des biais sur la fiabilité, la crédibilité des réponses. Alors, on va le voir par les outils justement qu'on peut utiliser, où on pourra avoir des réponses sourcées. Exactement. L'important, c'est de vérifier les sources. Certains outils vous le permettent, d'autres non. Je pense qu'à terme, ils le permettront tous, parce que, encore une fois, cet arbitrage, il est hyper important. Et il ne s'agit pas, effectivement, d'être victime d'informations, on le voit au quotidien, de fake news, de deepfake, des images extrêmement bien truquées, extrêmement bien réalisées, des vidéos parfois même. Alors ça passe par l'éducation, beaucoup, par la formation, beaucoup, et surtout le fait de garder son esprit critique et de toujours s'interroger sur ce que je vois. Alors il est parfois difficile de douter de ce que l'on voit, mais alors dans ces cas-là, il faut toujours s'interroger sur le contexte. Quand vous recevez ou quand vous voyez une information qui vous paraît crédible parce que visuellement elle tient la route, parce que la photo a l'air vraie ou parce que la vidéo a l'air authentique, posez-vous quand même la question de tout ce qui entoure cette vidéo. Comment est-ce que vous l'avez reçue ? Qui vous l'envoie ? Quel est le message qu'il y a derrière ? C'est en se posant ces questions-là, autour des métadonnées qui entourent la vidéo, autour de tout ce qui entoure ce que vous voyez, que vous pourrez éventuellement vérifier et comprendre si l'information elle est fake ou pas. Et aujourd'hui, sur des images, par exemple, qui sont produites par l'intelligence artificielle, on va être obligé d'indiquer que c'est une image qui a été... Voilà. Effectivement, il y a un cadre légal. Oui. Il y a un cadre légal qui s'applique, mais on le sait, tout le monde ne respecte pas la loi. Donc effectivement, nous, professionnels de la communication, sommes tenus à respecter cette loi, notamment qui dit, par exemple, image retouchée. Ça, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus dans les publicités. Mais il y a pas mal de margoulins que l'on voit notamment sur les réseaux sociaux qui utilisent des images et qui vous mettront jamais que ce sont des images retouchées ou créées par IA pour vous sensibiliser à une cause, voire pire. Donc ça, c'est à prendre en compte, effectivement. Et à prendre en compte dans l'éducation de nos enfants, c'est très important parce qu'eux, ils vont grandir avec ça. Il y avait les digital natives il y a quelques années, maintenant on a les AI natives, les gamins qui naissent avec l'intelligence artificielle. Donc eux, il faut
impérativement les encadrer. Et puis je pense aussi à nos anciens qui ont navigué dans un monde qui n'était pas un monde numérique, qui doivent s'y adapter et qui doivent impérativement être encadrés, notamment pour ne pas être victimes de certains margoulins que je mentionnais tout à l'heure, qui peuvent venir leur proposer des images générées par IA pour leur soutirer de l'argent ou faire de l'abus de faiblesse. On a encore une question et après on va passer à l'opérationnel pour vous donner quelques clés justement pour utiliser des outils d'intelligence artificielle. Donc une question de Sophie, plutôt environnementale. Est-ce que l'IA n'est pas un peu l'ennemi de l'écologie et donc de nos métiers quand on voit la quantité d'eau nécessaire à son fonctionnement? C'est vrai. Et pas que d'eau, d'énergie électrique aussi. Oui. Il y a beaucoup de questions là-dessus. Alors on va faire le distinguo et ça nous fera une belle transition pour la suite entre l'IA en général et l'IA générative. L'IA, encore une fois, c'est un outil, donc on peut faire du bien, on peut faire du mal. C'est comme un marteau, je peux m'en servir pour faire une très belle sculpture ou je peux m'en servir pour détruire la pièce. Donc tout dépend de la façon dont on l'utilise. L'IA est déjà utilisée énormément par notamment des compagnies qui produisent de l'électricité pour optimiser la production de l'électricité quand c'est nécessaire et la freiner quand ça l'est moins, parce que vous savez qu'on a des problématiques de stockage de l'énergie, c'est compliqué de stocker l'énergie, notamment l'énergie électrique. Donc il faut produire quand on en a besoin et moins produire quand on en a besoin, sinon on se retrouve en excédent, on est obligé de vendre ou de s'en débarrasser et ça peut poser problème. L'IA joue un rôle important là-dessus et sur plein d'autres optimisations, le trafic aérien, le trafic ferroviaire, l'automobile, etc., etc. Donc là on a un poids positif plutôt de l'IA qui nous sert, grâce à la gestion de calculs complexes, à optimiser, à faire des économies d'énergie, de temps, de moyens, de ressources et d'argent. Et d'un autre côté, on a une utilisation qui peut parfois être abusive de l'IA générative. Je vais participer à un trend sur ChatGPT pour faire ma petite figure dans un blister en plastique ou je vais produire des images parodiques juste parce que je peux le faire et il n'y a pas vraiment besoin, mais j'ai envie de le faire. Ça, effectivement, oui, ça consomme beaucoup d'énergie, ça consomme beaucoup d'eau. Il faut avoir un usage raisonnable et raisonné de l'IA, comme il faut avoir un usage raisonnable et raisonné de toutes nos ressources, en fait, sur une planète où les ressources sont finies. Alors justement, donc tu nous parles de l'IA générative. Qu'est-ce que c'est, rapidement, et après on passe à l'opérationnel. J'y arrive. L'IA générative, c'est une toute petite partie de l'IA. Donc on a parlé tout à l'heure de l'IA, qui a été conceptualisée et qui est née vraiment dans les années 50. Ensuite, il y a d'autres termes que vous avez peut-être entendus. Le machine learning, c'est ce qui permet aux machines de se développer, de s'optimiser en utilisant des données existantes. D'améliorer des process, ce genre de choses. Ensuite, on a le deep learning qui est apparu dans les années 2000. Alors là, c'est encore un niveau de complexité supplémentaire. On va copier en fait les réseaux de neurones qu'on a tous dans le cerveau et on va les reproduire dans un ordinateur. Donc, ce sont des assemblages d'interrupteurs, oui, non, 0 et 1, sauf qu'il y en a énormément, comme on a beaucoup de synapses dans le cerveau, et ça va nous aider à prendre des décisions sur la base de données toujours plus lourde et toujours plus complexe. Et enfin, toute petite partie de ça, c'est l'IA générative, qui est très à la mode depuis les années 2010 et qui se popularise depuis 2020-2021. Et là, on génère des nouveaux contenus. Alors, ça peut être du texte, de l'audio, du visuel, de l'audiovisuel, en se basant uniquement sur des données existantes. On n'est pas sur de l'IA créative, on est bien sur de l'IA générative, donc qui génère à partir de ce qu'on lui a donné à manger. Et se pose donc la question de Philippe, c'est ça si j'ai retenu, oui. Sur les biais. Oui. Une IA générative vous sort ce qu'elle est capable de sortir au prisme de ce qu'elle a appris. Donc si vous lui avez donné une vision objective, elle aura une vision objective. Si vous lui avez donné une vision orientée, elle aura une vision orientée. Donc tout dépend de ce que vous donnez à la machine et de la qualité de ce que vous donnez à la machine. Et c'est ça qui va conditionner le résultat final. Et on va le voir justement, plus on va orienter notre demande et la préciser, exactement, plus ça correspondra justement à ce qu'on attend. Alors on arrive sur un terme de vocabulaire qui est important. Vous entendez peut-être parfois parler de LLM. Et on me demande souvent ce que c'est qu'un LLM. En fait, c'est tout bête. Un LLM, donc
ce qui est la moelle épinière d'outils comme ChatGPT, c'est un grand modèle de langage. C'est un programme d'IA qui a été entraîné sur énormément de quantités de textes et il a appris à comprendre, à analyser, à générer du langage humain. Il n'a pas appris tout seul. Il y a beaucoup d'humains qui sont derrière, notamment sur la phase d'apprentissage, parce que quand une IA apprend à comprendre des textes ou à lire, il y a des humains qui la corrigent, donc il y a toute une économie à ce niveau-là, et il y a beaucoup de gens dans des pays en voie de développement, notamment en Afrique, qui sucent en haut, et c'est rien de le dire, pour nous aider à avoir des modèles toujours plus performants, et ça, il ne faut pas le perdre de vue. Et un LLM, c'est ça, en théorie. Alors, en pratique, je vais créer une machine et je vais lui donner pas mal d'éléments sur un sujet donné, par exemple la ville de Paris. Donc je vais donner à cette machine des données sur l'histoire de Paris, sur la géographie, sur la population, sur l'économie, sur l'urbanisme, sur le réseau de métro, ce que l'on veut. Et ensuite, je vais lui poser des questions. Par exemple, je me tiens à ma fenêtre, je regarde l'horizon, je suis à Paris, et je vois se détacher la silhouette de la tour Eiffel. Qu'est-ce que tu répondrais? Eiffel. Pourquoi tu réponds Eiffel? Parce que c'est logique par rapport au contexte que je t'ai donné. Je t'ai pas donné beaucoup d'informations. Je t'ai dit je suis à mon balcon à Paris. Bon, Paris, tu me dis Tour, je pense Tour Eiffel. C'est une réponse qui est valable, avec une forte probabilité, mais c'est pas pour autant la bonne réponse. La bonne réponse aurait pu être la tour Montparnasse, ça aurait pu être la tour de l'hôtel Hayat. Il y a plein de tours à Paris. Sauf que par rapport au contexte que j'ai donné, il y avait une probabilité forte que ce soit la tour Eiffel. Tout ça pour vous dire qu'un grand modèle de langage, comme ChatGPT ou d'autres, ne vous donne pas forcément la vérité. Vous donne une réponse probable. Je vous montre une image qui a l'air complexe comme ça, mais en fait elle ne l'est pas. Je vais vous aider à la comprendre. On a un chercheur qui est allé sur ChatGPT et qui a posé une question simple. Qu'est-ce que l'intelligence? Il a récupéré la réponse de la machine et il a reposé la même question. Et ça, il l'a fait plus de 500 fois. Et au bout de 500 fois, il s'est rendu compte que les constructions de phrases étaient similaires à celles qu'il avait déjà reçues, donc il s'est arrêté. Sur la partie gauche de l'image, vous avez plein de petits points qui sont reliés. C'est toutes les liaisons possibles entre les mots. Et vous avez un exemple à droite, l'intelligence, début de la réponse, toujours le même mot, l'intelligence, c'est, et ensuite vous voyez sur l'image que mon arbre de décision devient de plus en plus complexe. Ce sont toutes des réponses probables, valables pour définir ce que c'est que l'intelligence, mais on voit qu'il y en a une palanquée. Il va falloir derrière arbitrer sur quelle est la meilleure définition. Et c'est là que la vraie intelligence rentre en jeu. Et du coup, tu vas nous expliquer comment on fait pour avoir une réponse plus affinée Exactement. Et qui correspond mieux à notre demande. Pour bien démarrer avec un LLM, il faut comprendre deux choses. La première, c'est qu'un grand modèle de langage, ce n'est pas vraiment un moteur de recherche. Donc, il ne s'agit pas de l'utiliser comme Google. J'ai vu beaucoup de gens, au cours des 2-3 dernières années, depuis que ChatGPT est sorti, parce que c'est ChatGPT qui a lancé la mode des grands modèles de langage, j'ai vu des gens déçus parce qu'ils posaient une question, ils avaient une réponse, et ils me disaient « Ouais, bon, la réponse, elle est un peu consensuelle, elle est un peu plate, ça ne répond pas vraiment à ma demande. » Parce que les gens utilisaient ChatGPT comme un moteur de recherche. Et qu'est-ce qu'on fait quand on utilise un moteur de recherche? On pose une question et on s'arrête à la première réponse parce qu'on a appris que la première réponse, c'était la meilleure. C'est meilleur. Et on ne peut pas nous en vouloir, c'est comme ça que fonctionne Google. Ça fait 20 ans, plus de 20 ans qu'on utilise Google et voilà, on a été éduqués comme ça. Sauf que ce n'est pas comme ça qu'on travaille correctement avec un grand modèle de langage ou avec une intelligence artificielle générative d'ailleurs. Le premier résultat, il est souvent médiocre, partiellement valable, mais bon, généralement, il est décevant. Pour créer de la valeur, il faut échanger avec la machine. Il faut vraiment qu'il y ait une forme de dialogue. Faute de quoi, on n'aura pas un résultat de qualité. Donc il faut creuser. Il faut aussi être exigeant sur ce que l'on veut. Je cite souvent Clémenceau, d'abord savoir ce que l'on veut, c'est hyper important. Si on sait ce que l'on veut, on peut l'exprimer clairement, on sait quel objectif on veut atteindre, on sait quel problème on veut résoudre. La machine, ça, elle ne peut pas le savoir à votre place. La machine, elle n'est pas dans votre tête. Donc si vous avez une question, posez-la clairement, et parfois, ça suppose d'écrire beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte.
Il faut comprendre aussi que les grands modèles de langage ne sont pas forcément mis à jour en temps réel. Et ça, c'est le cas de ChatGPT. ChatGPT n'est pas mis à jour en temps réel. ChatGPT a une faculté, dans certains cas, à se connecter à Internet pour vérifier quelque chose, mais dans la plupart des cas, il se repose sur ses connaissances acquises, qui sont d'ailleurs des connaissances qui ne bougent pas beaucoup, et qui sont, je vulgarise, dans un énorme disque dur. Et plutôt que de faire de l'effort d'aller chercher sur Internet des sources cohérentes par rapport au sujet, y réfléchir et vous faire une synthèse, il va aller chercher dans sa bibliothèque la connaissance morte qu'il a déjà, dont il va se servir pour vous répondre. Ça, c'est important parce que des fois, on est déçu. Ah, mais ouais, le ChatGPT n'est pas connecté à l'actu, c'est un sujet très récent et j'ai pas d'infos. C'est normal, ChatGPT n'a pas été conçu comme ça. Il évolue, et on va voir pourquoi après, mais à l'origine, l'outil n'a pas été conçu comme ça, et l'outil n'a pas non plus été conçu pour produire ses sources. Et ça peut poser un autre problème. Pourquoi est-ce que tu me racontes ça ? Alors maintenant, il y a de nouvelles versions où on a de plus en plus de sources qui remontent et c'est très bien, mais on va voir qu'il y avait un autre outil qui l'avait fait avant et qui a lancé la mode. C'est ça, comment s'assurer de la fiabilité quand même de la réponse, si on sait que tout le monde peut apporter des données. Il y a une question sur le chat. Est-ce que ce tutocom aurait pu être préparé intégralement par l'intelligence artificielle ? La voix, le PowerPoint, tout. Alors, avec l'assistance de plusieurs intelligences artificielles, oui. On aurait pu imaginer créer le plan de cette intervention avec une IA. On aurait pu imaginer créer certains slides et certaines images. D'ailleurs, il y en a certaines qui sont générées par IA dans ma presse. On peut très bien faire un clone de moi numérique et le faire parler même en russe, en espagnol ou en turc, sans problème. Mais ça suppose beaucoup de travail, donc c'est un travail avec plusieurs IA, puis on rassemble tout ça et on aurait fait une vidéo. Mais il y a toujours des hommes qui vont bosser dessus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire ce qu'on est en train de faire avec un prompt, ou alors il serait passablement compliqué. Et toute la préparation qu'on a faite en amont aussi, ouais, l'échange. Et on va en parler aussi, mais ce sont des propositions par rapport à des probabilités, mais on ne remplacera pas les sentiments que vous avez, ce que vous avez envie d'exprimer, si ça n'a pas été bien échangé justement via le prompt. Encore deux petites questions, bien et après sûr, on va dans l'opérationnel. Comment est-ce qu'on n'a pas une crainte que certains métiers disparaissent du coup avec l'intelligence artificielle ? Et l'interrogation, c'est nos enfants, comment ne pas les pousser vers ces métiers qui vont peut-être disparaître dans 5 ou 10 ans ? C'est deux excellentes questions. Et est-ce qu'on sait aujourd'hui quels métiers vont disparaître, même si je pense que des métiers vont changer, mais peut-être pas complètement disparaître. Alors, pour ceux que ça intéresse, il y a des études qui sont faites par des gens beaucoup plus intelligents que moi. On a notamment une étude qui est en accès libre sur Gartner, qui montre un petit peu ce qui pourrait se passer, parce que là aussi, on est sur de la proba. Il y a des métiers qui vont évoluer. Il y a peut-être des métiers qui vont disparaître. Alors, ce qui est rigolo, avec beaucoup de respect pour les gens que ça a touché, mais... il y a un an, il y a des boîtes de comment ça s'appelle, les gens qui vous appellent au téléphone. Le terme m'échappe. Oui, mais téléconseillers, des boîtes de démarchage téléphonique ou de téléconseillers qui ont dit ok, maintenant que l'IA nous permet d'avoir des voix de synthèse et de parler au téléphone, on vire tous nos effectifs et puis on va investir dans l'IA et puis c'est l'IA qui va appeler les gens et puis c'est l'IA qui va conseiller les gens au téléphone. Les patrons qui avaient pris ces décisions sont revenus, parce qu'ils se sont rendus compte que l'IA ne pouvait pas tout. Donc il y a une évolution de certains métiers, il y a une nécessité à comprendre ce que l'IA peut faire pour nous ou contre nous dans certains cas. Faut avoir encore une fois, moi je ne suis pas un turiféraire de l'IA pour l'IA. C'est un outil, donc on peut faire de mauvaises choses avec. Il faut se poser des questions. Il va y avoir une évolution. Regardez l'étude de Gartner, qu'on pourra peut-être vous mettre en référence d'ailleurs, qui est hyper intéressante. Il y aura une évolution. Alors, pour ce qui est de l'éducation des enfants, tout dépend de ce que veulent faire les enfants. Ça dépend si on est dans un métier très manuel, dans un métier très humain. Il y a des choses que la machine ne fera jamais. J'ai souvent l'habitude de dire, une machine n'a pas d'ambition, elle n'a pas d'émotion,
elle ne peut pas tomber amoureuse, elle ne peut pas vouloir conquérir le monde. C'est un outil. Donc en fait, elle cherche à répondre à la mission qu'on lui a donnée en fonction des éléments qu'on lui a donnés. Il y aura toujours besoin d'un humain derrière. Et puis, il y a plein de métiers où c'est l'humain d'abord. On ne peut pas imaginer, et surtout dans notre secteur, des métiers sans humain. Tu le disais tout à l'heure. Oui, l'IA peut m'aider à savoir quel est le degré d'hygrométrie dans mon silo, est-ce qu'il y a des insectes, est-ce que la ventilation est bonne, mais rien ne remplace l'expérience et l'expertise. Et l'essence, le toucher, le sentir. Exactement. Voilà, on est expertise, dans des métiers vivants. expérience, savoir-faire, savoir reformuler aussi. Ça, c'est hyper important. Une machine, elle prend ce que vous lui donnez. Elle ne va pas essayer de comprendre ce que vous êtes en train de dire, alors que vous le dites peut-être de façon un peu maladroite. Quand on travaille avec des clients, il faut souvent reformuler ce qu'ils disent ou comprendre ce qu'il y a derrière, ce qu'ils nous racontent. Eh ben, une machine, on va en parler justement, de bien reformuler et de préciser sa demande. Le temps file, on a beaucoup de questions. Mais c'est bien. Je vous donne juste des petites astuces pour faire des prompts vraiment efficaces. Il y a un modèle qui s'appelle le modèle RCT. C'est tout bête, c'est un acronyme pour retenir rôle, contexte, tâche. Alors, je fais un petit exercice. Je suis en train d'échanger là avec ChatGPT dans sa dernière version. Et vous allez voir, je lui donne un rôle, un contexte, une tâche. Je lui dis, tu es spécialiste des céréales, tu es un expert dans leur sélection, leur culture, leur utilisation, etc. Ma mission et le contexte que je te donne, c'est que je veux faire la promotion de la filière céréalière française auprès d'une cible de jeunes Français en train de s'interroger sur leur avenir professionnel. Je veux que tu m'écrives le contenu d'un post qui sera diffusé sur Instagram et puis tu m'aideras aussi à faire l'illustration qui va aller avec. Et surtout, et ça c'est important, je lui donne l'autorisation de me poser toutes les questions utiles pour améliorer la réponse. Et là, vous voyez, je ne lui donne pas un ordre, je lui dis on va dialoguer. Et du coup, comme je lui ai donné l'autorisation de dialoguer, eh ben, il va me poser des questions. Quel est ton objectif ? Est-ce qu'il y a un ton ou un style que tu veux adopter ? Est-ce que tu as des valeurs à mettre en avant ? Tu m'as parlé d'une campagne de com, mais est-ce qu'elle va avoir une durée ou est-ce que c'est du one-shot ? Est-ce que tu veux que les gens cliquent quelque part ? Tu ne me l'as pas dit. Peut-être que ta campagne a vocation à ce que les gens se renseignent un peu plus. Donc vous voyez en dessous, je lui réponds et je lui dis, en fait, ce que je veux expliquer, c'est que dans la filière de la meunerie, par exemple, il y a du boulot et que quand on pense à la meunerie, il faut qu'on arrête avec l'image d'Épinal et les trucs qu'on a en tête quand on pense au moulin ou même aux chaînes de production, plus largement, où les gens se cassent le dos, ils ont les mains dans le cambouis. Ça a changé. La meunerie 2025, c'est pas du tout la meunerie du XXe siècle. Et du coup, parce que j'ai dialogué, j'obtiens une première proposition de poste qui est intéressante. C'est pas celle que je vais utiliser, encore une fois. Mais c'est une piste que je vais inclure dans les pistes que je suis en train de travailler. Ce que je vois, c'est que c'est bien formaté pour Instagram. On m'a même proposé des petits emojis. On m'a même proposé des petits hashtags. C'est intéressant, je le prends en compte. Mais encore une fois, j'arbitre. C'est une première bonne proposition qui permet d'avancer. Mais attention, voilà, à toujours relire aussi ce qu'on vous propose. Parce que vous avez votre vécu aussi, ce que vous souhaitez mettre en avant. Et la notion importante, c'est le dialogue, justement. On ne pose pas juste une question, mais il y a un échange. Mais c'est quand même nous qui choisissons au dernier. Exactement, toujours. L'intelligence, elle est là. Oui. Elle n'est pas dans la machine en face de vous. L'exemple de l'image maintenant. Donc là, c'est du brut de fonderie ce que je vous montre, parce que je lui avais demandé une image. Donc sur la base de notre échange, il va me proposer ce qu'on appelle le prompt, donc les consignes qui vont permettre de faire l'image. Il me propose ça. Un collage dynamique qui juxtapose des éléments traditionnels et modernes, ok. À gauche, une image en noir et blanc d'un moulin à vent traditionnel. On essaie peut-être de s'éloigner de ça, mais soit. Et à droite, une image en couleur avec au milieu mon sujet, donc un jeune professionnel. Et quand je prends cette consigne-là et que je lui dis, fais-moi l'image, j'obtiens ce visuel-là. Alors, il y a des choses qui peuvent être intéressantes, il y a des choses qui peuvent l'être un peu moins. Moi, notamment, j'ai tiqué sur le fait que mon jeune professionnel, il était déjà bien, je pense, dans le métier depuis 10 ans. Je dis, moi, je veux vraiment m'adresser aux jeunes, j'ai peut-être pas été assez clair, donc ce que je veux, c'est un ado. Donc là, on a le vrai ado avec son Audi, avec son appareil dentaire, sur le même fond. Et ça, encore une fois, c'est pas l'image que je vais utiliser, mais c'est peut-être des choses que je vais mettre dans un tableau d'inspiration, dans un mood board, et qui me serviront ensuite à briefer mon agence, mon graphiste, mon photographe, parce que ça va m'aider à comprendre
où je veux aller et où je ne veux pas aller, parce que peut-être que le moulin à vent en noir et blanc, là, on cherche à s'en éloigner, non ? On a une image plus moderne, mais en effet, si on cherche sur Google, quand on tape moulin, c'est des images qui sortent. Exactement. Donc, avoir toujours son regard critique, Exactement. évidemment, quand on a des propositions comme ça. Il y a une question, Oui. justement, sur la réglementation. Est-ce que l'IA est réglementée pour juste copier le comportement humain sage et intelligent, ou est-ce qu'il peut être un peu méchant ou... Alors, ça dépend aussi le ton qu'on lui demande. Alors, il y a deux niveaux de régulation. Il y a la régulation qui sont proposées par les opérateurs, par les développeurs, par les gens qui font les IA. Par exemple, si vous allez sur ChatGPT et que vous demandez la recette d'une bombe agricole ou du napalm, en théorie, il ne va pas vous la donner. Ceci étant, il y a toujours filouterie possible pour que finalement, il vous donne la recette de la bombe agricole ou du napalm, qui sont des choses que vous pouvez d'ailleurs trouver sur Internet facilement, où il faut avoir fait un peu de chimie pour comprendre, mais ce n'est pas quelque chose de très compliqué. Donc il y a ce premier niveau de règles auxquelles obéissent la plupart des IA. Et ensuite, il y a le cadre légal, qui est différent d'un pays à l'autre, qui a tendance à se normaliser en Europe, puisqu'on a le AI Act qui est en train de se mettre en place. Donc c'est une série de lois qui vont encadrer l'usage de l'intelligence artificielle dans l'Union européenne, et on identifie des risques avec des niveaux de risque. Il y a des choses qu'on pourra faire ou qu'on ne pourra pas faire, ou qui seront soumises à des règlements très spécifiques, avec des obligations aussi qui seront, en fonction des IA qu'on utilise, simples ou très fortes. Donc il y a toute une régulation qui se met en place. En théorie, oui, encore une fois, une IA peut être méchante si on lui demande de l'être. Je peux aussi me taper dans la tête avec un marteau. Donc encore une fois, c'est un outil. On peut faire des choses plus ou moins bonnes avec. Donc on parle de réglementation. Tout à l'heure, on a eu la question sur les sources. Donc tu vas nous présenter un exemple justement. Ouais. On va aller un petit peu vite. Oui. Juste pour dire que ce qui est important quand on maîtrise le modèle rôle, contexte, tâche, on peut y rajouter des choses. Vous pouvez rajouter des exemples de choses que vous aimez ou que vous aimeriez suivre. Vous pouvez proposer des formats, parce que parfois on n'a pas besoin de texte, on veut des listes. On peut demander aussi du code informatique. Les LLM sont très forts, par exemple, pour vous générer des pages HTML, pour faire du code, pour ceux que ça intéresse. On peut aussi demander de suivre un style particulier. On peut demander une tonalité particulière. Ce qui marche beaucoup, et ce que j'utilise beaucoup moi, c'est pour vulgariser des choses complexes. Je ne sais pas, par exemple, la transformation du sucre par les levures, comme si je devais l'expliquer à un enfant de 10 ans. Et là, je vais avoir une explication qui va essayer d'être au niveau d'un enfant de 6e, avec des mots peut-être un peu plus simples. On va peut-être moins parler de chimie, mais faire plus d'analogies. Et ça, c'est pas mal, et c'est vraiment un outil que j'utilise moi au quotidien. Donc une règle importante, il faut être très précis, affiner sa demande pour avoir une réponse le plus possible, ce qui suppose de se poser les bonnes questions. Et déjà, quand on se pose les bonnes questions, on y répond en partie sans avoir besoin d'outils. Donc ça, c'est important. Pour répondre à la personne qui a posé des questions tout à l'heure sur les IA, alors il y en a plein, des grands modèles de langage, notamment Mistral, qui est français. Moi, au quotidien, j'utilise aussi beaucoup Claude et Gemini, qui est l'IA de Google, qui est pas mal et qui s'améliore de jour en jour. Pour ceux qui veulent vraiment du franco-français, hébergé en France. Il y a néanmoins quand même un partenaire avec Microsoft qui a souligné, mais Mistral est une IA française. Et bien vous allez tout simplement sur Mistral, le chat, ou le chat, vu qu'on est en France, et vous pouvez le tester sans problème et voir comment il répond. L'avantage, quand vous faites votre prompt, c'est qu'une fois que vos consignes sont claires, vous pouvez les copier et les coller dans n'importe quel outil. Donc, une fois que vous êtes au clair sur votre problématique, vous allez sur ChatGPT, vous collez votre texte, vous voyez la réponse. Vous allez sur Mistral, vous collez votre texte, vous voyez la réponse. Nous, dans l'agence Hopscotch, on a développé une plateforme pour tous les collaborateurs du groupe qui leur permet, en un endroit sécurisé, de dialoguer avec plusieurs modèles comme ceux que vous voyez. Et dans une conversation, on peut faire intervenir plusieurs modèles pour venir choisir ce qui nous intéresse le plus.
Tout à fait. Et alors on avait posé la question aussi en début de session de savoir un petit peu quels outils étaient utilisés. C'est principalement ChatGPT qui est ressorti. D'accord. Voilà, donc on voit qu'on a quand même des IA françaises, des outils, Bien sûr. et qu'il y en a des tas qui existent. Et ce que tu recommandes, c'est quand même d'en utiliser 2 ou 3 si Toujours. on peut comparer justement Voilà. les réponses et les données, du coup, ce ne seront pas les mêmes. J'ai une philosophie, c'est d'être agnostique. ChatGPT est très fort pour plein de choses, les évolutions sont hyper intéressantes, donc c'est intéressant de l'utiliser. Mais c'est aussi intéressant de garder ses chakras ouverts, de rester curieux, parce qu'il y a des tas de choses qui se font, qui sont intéressantes. En matière de génération d'images, par exemple, en Asie ou même au Moyen-Orient, maintenant, on a des développements de modules qui sont super intéressants et qui méritent d'être testés. C'est quelque chose d'important. Donc, restez ouvert. On n'est pas sur une guerre Mac, PC, équipe bleue, équipe rouge. Il faut vraiment, définir clairement quelle est la problématique que l'on veut résoudre. Et après, 2, se poser la question de la technique. Mais vraiment dans cet ordre-là, et pas l'inverse. C'est pas qu'est-ce que ChatGPT peut faire pour moi. C'est j'ai une problématique à résoudre. Voyons l'outil qui est le plus performant pour la résoudre. J'ai besoin de planter un clou, je vais chercher un marteau. Je ne vais pas essayer de planter un marteau avec une scie, ça n'aurait pas de sens. Donc il faut vraiment se poser la question de l'objectif avant et après on regarde ce qu'on a dans la boîte à outils. Alors on voit que les outils quand même évoluent de plus en plus vite. Tu nous as montré tout à l'heure la moissonneuse, voilà, sans conducteur ou autre. Est-ce que donc aujourd'hui les IA sont capables d'entendre, Oui. voilà, de voir. Oui. Est-ce que demain elles seront capables de sentir, de toucher? Elles le font déjà. Pourra, ça revient en fait un peu à la question du remplacement de l'homme Oui. sur toucher du grain. Alors le remplacement, encore une fois, j'y crois pas. Ouais. L'augmentation, en revanche, oui. On a, alors c'est pas du futur, hein, ça se fait déjà. On a, je crois que c'est les spectromètres de masse qui le font déjà. Hein, c'est d'identifier les composants d'une odeur ou d'une saveur. Et ben ça, on peut y relier de l'IA, parce qu'encore une fois, si on a la data, derrière, on peut mettre de l'IA. Moi, j'ai vu des tests assez intéressants sur tout ce qui est organoleptique. Je mets un dispositif, par exemple, dans un verre de vin, et puis ça va me faire le profil organoleptique du vin. Donc ça va me le montrer visuellement. Donc c'est intéressant, c'est une sorte de petit sommelier virtuel. C'est les Français d'ailleurs qui font ça, évidemment. Il y a des tas de choses intéressantes. Il y a, pour ce qui est de la proprioception et du toucher, vous l'avez peut-être vu sur Internet, ce qu'on appelle des exosquelettes qui vont peut-être nous aider demain quand il s'agira de trimballer des sacs d'engrais, des sacs de grains. On en a déjà dans la meunerie notamment. Exactement. Ça, on va utiliser de l'intelligence artificielle pour que l'exosquelette se comporte correctement, s'adapte bien à la personne qui le porte et lui facilite la vie. Et ça embarque notamment des systèmes qu'on appelle les systèmes de retour haptique. Ce sont des systèmes qui vont venir vous faire un retour sur votre peau pour vous expliquer que là, vous êtes en train de porter quelque chose. Parce que si ce n'est pas vos mains qui sont en train de porter quelque chose, votre cerveau a du mal à s'en rendre compte. Donc on va avoir par exemple des systèmes qui vont vous toucher la main pour vous faire comprendre que vous êtes en train de porter quelque chose. Quelque chose qu'on a aussi dans les musées pour les non-voyants, qui ne peuvent pas forcément toucher une sculpture. On va leur mettre un système de gants qui va leur permettre de toucher une structure virtuelle et ils auront le retour tactile dans le gant, sans avoir besoin de toucher l'œuvre, parce qu'il y a des œuvres qu'on ne peut pas toucher, sinon on les abîme. Tout à fait. Une question réglementation encore, une question d'Eugénia. Donc l'UE a une réglementation qui vise à protéger les données, la véracité. Exactement, oui. Mais et dans le reste du monde? Alors, c'est une bonne question. Alors oui, c'est vrai qu'en Europe, on a deux cadres légaux qui sont très forts. Il y a le RGPD dont on a tous entendu parler et auquel on se conforme tous. Il y a l'AI Act qui arrive, qui va être une espèce, moi je l'appelle le super RGPD parce que il y a aussi tout plein de données personnelles dans l'IA, vous l'avez compris. Dans le monde entier, oui, le droit évolue. Alors ce qui est rigolo, c'est de voir comment il évolue. Je peux vous donner des exemples. En Chine, par exemple, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les deepfakes, c'est-à-dire ce qu'on appelle en français les hypertrucages, sont autorisés, mais il faut avoir l'accord de la personne que l'on deepfake, il faut avoir l'accord de l'acteur. Deepfake, c'est quand vous regardez c'est le 20h de Canteloup. Bon, et en Chine, c'est autorisé, sauf que vous devez avoir l'accord de Canteloup et, s'il limite François Hollande, de François Hollande. Donc ça limite de fait le recours au deepfake, parce que c'est peut-être parfois compliqué d'avoir l'accord d'un homme politique qu'on va parodier, ou d'un président, ou quelque chose comme ça. Et il faut le préciser ? Toujours.
Bien On sûr. ne sait jamais. Si vous regardez TF1, d'ailleurs, vous regarderez à la fin, dans le générique, il y a marqué, et même au début, je crois que c'est marqué, même si c'est évident, ces images, il y a une mention légale qui dit ces images sont truquées ou il y a du trucage numérique. Donc oui, il faut le marquer, bien évidemment. Et après, voilà, il y a des pays qui évoluent. Il y a un pays en ce moment qu'on regarde beaucoup forcément parce qu'il y a beaucoup d'avancées technologiques qui viennent des États-Unis. Il y a aussi une volonté forte de dérégulation aux US de la part de certains opérateurs, notamment OpenAI, qui disent carrément en fait, faut réformer le droit d'auteur parce que ça va nous empêcher à un moment donné de faire de l'IA. Donc il y a plein de questions qui se posent. Nous, en France, on a la chance d'avoir un droit d'auteur qui est extrêmement protecteur. Il y a pas mal de questions qui se posent en ce moment sur la voix, des acteurs de voix, des gens qui font du doublage, des comédiens de doublage, qui craignent énormément, et on comprend très facilement pourquoi, pour leur travail. Donc voilà, tout ça évolue. Donc il y a un cadre légal, oui, il est différent dans chaque pays, il évolue en fonction des priorités de chaque pays, et c'est à suivre, il faut être curieux, mais c'est hyper intéressant aussi. Tu nous présentes un outil par rapport à la question des sources. S'il y a un outil avec lequel vous pouvez vous amuser tout de suite, ma Zapette ne fonctionne plus. Hop. Alors excusez-moi, je vais intervenir. Non, c'est bon, c'est réveillé. Il y a un outil avec lequel vous pouvez interagir dès maintenant, qui est un outil gratuit, qui est intéressant. Il s'appelle Perplexity. Donc vous y allez en allant tout simplement sur perplexity.ai et vous allez voir, c'est très simple. Vous posez votre question. Donc là, je lui ai dit quelles sont les nouvelles variétés de maïs moins gourmandes en eau disponibles en France, parce que moi, je suis beaucoup moins cultivé que vous dans le domaine, ça m'intéresse quand même. Et vous voyez en bas, j'ai des petites options. Je lui autorise à aller chercher sur le web et je l'autorise aussi à aller chercher sur des sites académiques. Donc ce sont des sites américains, des .edu pour education. Et je l'autorise à aller voir là-dessus. Je vais avoir une réponse à ma question. Donc là, le temps que ça arrive, ça va répondre à la question des sources. Voilà. En effet, en ciblant l'endroit où l'intelligence artificielle va pouvoir piocher des réponses, on s'assure quand même de la crédibilité. Exactement. Comme qu'on diffuse des chiffres, on a besoin que ce soit sourcé et que ce soit fiable. Donc là, vous avez une réponse. Donc vous voyez le paragraphe en blanc en dessous qui répond à ma question. Et vous voyez qu'à chaque fin de petit paragraphe, vous avez des renvois sous forme de chiffres. Donc vous avez 2, 8. Et tous ces chiffres renvoient aux sources. Et vous avez non seulement la possibilité de voir les sources, mais également de cliquer dessus. Donc, et c'est pour ça que j'aime beaucoup cet outil, c'est que Perplexity, c'est comme si vous faisiez non pas une recherche sur Google, mais 20, 30 recherches sur Google en simultané, et que vous faisiez une synthèse de tout ça. Ça ne veut pas dire que toutes les sources sont bonnes, ça ne veut pas dire que toutes les sources vont répondre à votre question, mais ça vous permet en 20 secondes d'avoir un résultat sur une base de ressources qui est quand même hyper importante. Charge à vous d'arbitrer. Là, en voyant les sources, on peut affiner en se disant, moi je veux uniquement des résultats qui viennent de sources scientifiques, d'études. Voilà, Bayer par exemple, qui vient me vendre sa semence, dans le cadre de ma question, ça ne m'est pas utile, donc je ne vais pas écouter ce que me dit Bayer. Mais par contre, les papiers de recherche, les chercheurs français, ça m'intéresse, donc je vais regarder. Et encore une fois, là on a un résultat qui est une question, une réponse. Mais ce qui est intéressant aussi avec Perplexity, c'est que derrière, on peut poursuivre le dialogue, soit en utilisant des questions que lui va me poser, parce qu'il juge que c'est pertinent, soit en complétant ma question, parce que quand je t'ai dit maïs, ça m'intéresse, mais en fait, ce qui m'intéresserait aussi de savoir, c'est le sorgho. Et du coup, on va compléter, on va vraiment dialoguer avec la machine pour avoir à la fin un paragraphe qu'on pourra demander à vulgariser. Par exemple, demain, j'accueille chez Maïs Adour des collégiens. J'y pense parce que je suis du Sud-Ouest et que quand j'étais collégien, j'ai visité Maïs Adour et c'était un super souvenir. Et moi, je suis chercheur chez Maïs Adour, j'ai besoin d'expliquer ça à des collégiens. Aide-moi à vulgariser ce grand paragraphe en quelque chose d'accessible pour des enfants de 6e. Et là, l'outil va me le proposer. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est bien un échange, un dialogue avec l'intelligence artificielle. Et n'oubliez pas d'avoir votre propre avis, votre propre regard. On va répondre à une dernière question, parce qu'on est pris par le temps. Pourquoi on a l'impression qu'il y a une certaine réticence au développement de l'IA? Peut-être qu'on est un petit peu effrayé, mais une réticence, on a l'impression en France ou en Europe, alors qu'on devrait se réjouir des opportunités qu'elle pourrait nous offrir.
Voilà. Et est-ce qu'on ne va pas avoir un retard, nous, en France ou en Europe, quand on voit des exemples, par exemple, aux États-Unis? C'est une question d'investissement. Alors, en France, il ne faut pas avoir l'impression qu'on ne fait rien. On fait beaucoup de choses. Par contre, on n'est pas très bon sur la communication. Les Américains font beaucoup de choses parce qu'ils ont beaucoup de budget. Et en plus, ils sont bons dans le marketing. ChatGPT, c'est pas du tout, pour répondre à la question de tout à l'heure, c'est pas du tout la meilleure IA. Par contre, c'est l'IA qui a fait le plus parler d'elle récemment. Donc, tout le monde pense à ChatGPT, mais en fonction de ce que vous voulez faire, ce n'est pas forcément le meilleur outil. Donc il y a une problématique d'investissement, il y a une problématique de communication. On a de très bons chercheurs en France et en Europe qui travaillent sur ces sujets-là. Après, c'est vrai que nous, on a des biais. Hein. On dit souvent, alors c'est un peu image d'Épinal, mais les Américains inventent et les Européens régulent. Très fort là-dedans, et pas que dans le domaine des technologies d'ailleurs, vous en savez quelque chose. Donc, je pense que l'Europe a cette volonté de ne pas innover pour innover, mais de faire quelque chose de raisonnable et de raisonné. Ça peut être considéré parfois comme une faiblesse, mais je pense aussi que c'est une force parce qu'on ne fait pas n'importe quoi. Et quand on voit parfois ce qui se passe dans certains pays où on dérégule trop, bah, ça dérape très très vite, quoi. Merci Thomas. Avec Merci plaisir. à tous. On a eu beaucoup de questions. Du coup, on va vous mettre quelques liens aussi dans le chat. Thomas vous propose donc je vous propose la veille. Ça, c'est ma veille publique. Donc vous y accédez en flashant le QR code ou en regardant la petite adresse qui est en dessous. C'est ma veille perso. Vous y allez sans laisser votre email. Je vous demande pas d'argent. La plateforme n'est pas payante. C'est une page web. Donc vous y allez. Je la mets à jour plusieurs fois par semaine parce que c'est les sujets qui m'intéressent et c'est là-dedans que moi je mets les articles qui m'intéressent pour travailler. Donc je vous la partage bien volontiers. Et si vous voulez garder le contact, me poser des questions, bah, n'hésitez pas à me faire une petite demande sur LinkedIn. Je vous garantis pas un délai de réponse dans la seconde. Néanmoins, je prendrai votre question en compte et je vous répondrai dans les jours qui viennent. Merci beaucoup Thomas. Avec grand Merci plaisir. à tous. On vous remettra tous les liens qui vous intéressent. Moi, je vous donne rendez-vous pour le prochain Tutocom le 27 juin, cette fois-ci sur le thème de l'influence. Merci à toutes et à tous. Merci Nadège.